Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Matin Week-end. Nous sommes de retour à Libreville après notre passage à Port-Gentil avec une série de nouvelles actualités et de sujets de société marquants. Alors en première partie d'émission, nous allons nous focaliser sur les opérations de démantèlement de plusieurs réseaux mafieux qui gangrènent notre pays par la DGSS. Nous irons sur la route Yeno-Bilengui-Libamba. J'étais un coup d'œil, Gabatiga, sur l'état d'avancement de la réhabilitation de cette route. Super. En deuxième partie, on parle du ras-le-bol des populations par rapport au délestage intempestif, aux coupures d'eau. Et d'électricité. Les populations en ont marre. Super. Et Gabin, nous reviendrons sur le dossier de la TIG OPT. TIG OPT, effectivement. Ouais. Lors de la première partie de ces témoignages de ces anciens, de ces ex-agents de la TIG OPT, oui, nous avons fait savoir que sur leurs droits légaux, leur avocat, leur défenseur, avait mis la main sur une bonne partie de ce que l'État avait payé. Oui. Et là, en deuxième partie, finalement, au lieu de 1 milliard, c'est 2 milliards que l'État avait payé. Énorme. Et l'avocat n'avait pas dit la vérité à ses compatriotes. Ils l'ont découvert. Malheureusement, c'est sur le milliard qui restait. Là aussi, c'est, semble-t-il, l'huissier de justice qui lui aussi aurait... la suite tout à l'heure. Et d'autres sujets captivants au programme. Et surtout, ne manquez pas l'entretien qu'a accordé le ministre du Travail à Gabin Atiga. Il parle du chômage. Matin Week-end, c'est parti. À l'entame de cette note introductive, coup de projecteur sur la route Yeno-Bilengui-Libamba. Nous avons été tous témoins des difficultés que rencontraient ces populations par rapport à la route à l'état de la route qui était impraticable, totalement inexistante. Totalement, oui. D'accord. Donc, dans ce reportage, nous allons voir les images de cette route avant les travaux. Regardez l'état de route. L'axe Yeno-Libamba, vraiment c'est impraticable. Voilà. Mais la route est vraiment barrée. Et vous allez d'ailleurs le constater. Voilà. La fin du raccourci maintenant, regardez comment la route est. La route est vraiment barrée. On continue le chemin. Continue, hein. C'est la nationale 6, hein. Nationale 6. De toute façon, jusqu'à Libamba. Là, ce que vous voyez là, c'est la population qui essaye de procéder quand même au pavoisement. C'est de libérer cette piste-là. Voilà. Donc, mais ils ne sont pas nombreux. Ils sont, je crois, une poignée d'habitants au village voisin, à Etava. Vous voyez? C'est 7 km, non, d'Etava. Hein, c'est 7 km, non? 7 km. Oui, Etava Numbo. 7 km. 7 km. Bon, je pense que là, nous sommes à 3 km d'Etava. À 3, hein? Oui. Est-ce que nous sommes déjà à Mamania? Mamania, c'est demain. 3 km, et la population... Et tu as quoi dans ton panier? Accessibilité améliorée, les populations peuvent désormais... Partir d'un point à un autre, peuvent désormais circuler. En revanche, nous avons constaté sur le choix des matériaux, c'est de la latérite. Pourquoi oui, pas l'avoir goudronné? Je ne suis pas du ministère des Travaux publics. Je pose la question. Oui, mais ta question est importante. Oui. Il faut d'abord se féliciter de la décision du gouvernement. Très bien, oui. Après ce reportage du 14 décembre 2024, de prendre les choses en main, de finalement désenclaver ces populations qui n'arrivaient plus à se fréquenter par cette voie. Lorsque vous partez de Yeno pour les Bamba, il fallait remonter sur Mouila pour atteindre les Bamba. Et ça faisait plus de 80 à 60 km. Là, c'est une trentaine de kilomètres que vous êtes arrivés. Pourquoi c'est de la latérite? À mon avis, dans un premier temps, c'était d'abord de rouvrir la route, de la réhabiliter, de rendre accessible, comme tu l'as dit, de permettre la circulation des biens et des personnes sans problème. Maintenant, le bitume, on verra les années à venir.
Il fallait rouvrir, parce que c'est une voie qui était, depuis plusieurs années, hein, qui était totalement fermée, comme vous avez vu sur les premières images. Il y avait un pont qui était entre ces villages, un pont construit à l'époque d'Omar Bongo Ndimba, mais un pont qui était encore, comment dire, qui était encore en bon état. Mais malheureusement que les gens ne pouvaient plus fréquenter parce que la route était fermée. C'est de la latérite, oui, mais je pense que le plus important d'abord, c'était de rouvrir la route, permettre aux populations de se déplacer d'un canton à un autre, d'un village à un autre. Bien sûr, c'était important. Dieudonné? Oui, en parlant de la qualité des matériaux, pour corroborer ce que dit Gabin, on a vu qu'il y avait même des grands arbres qui avaient poussé au milieu de la route. Le plus important, c'était d'ouvrir pour permettre aux populations de circuler. Je pense que c'est le plus important. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de cette route dans l'avenir? C'est un problème de planification. On va planifier. Moi, j'ai bien peur pour les intempéries. Le gouvernement va planifier. Non, même si les intempéries venaient à encore un peu creuser la route, on peut continuer à mettre la latérite, peut-être gratter. Et puis, voilà quoi. Avant qu'on ne bitume... Chaque route, avant qu'on ne la bitume, on l'entretient d'abord. Là, ça va être un problème d'entretien. Il faut l'entretenir d'abord pour permettre aux populations d'aller d'un point A à un point B. Maintenant, le reste, le gouvernement va planifier. Très bien. Alors, cette réhabilitation prouve-t-elle que les TP peuvent gérer seuls ces projets? Parce que depuis les années 60 jusqu'aux années 80... Je n'ai pas trop compris la question, gérer seul. Qu'on n'a pas besoin forcément des entreprises. Que j'en fais une fixation. Là c'est le ministère des Travaux publics avec les engins qui viennent d'acquérir, qui ont été affectés dans les différentes provinces. Donc c'est avec ces engins et avec le personnel du ministère des Travaux publics que cette voie est en train d'être réhabilitée. Oui, il faut dire oui, le ministère des TP donc peut retrouver ses missions régaliennes. On n'est pas obligé d'aller demander à X entreprise, V entreprise pour venir traîner comme on le voit traîner sur certains tronçons. Alors, si les travaux publics ont l'expertise avérée pour faire ce genre de choses, pourquoi aller chercher d'autres entreprises? Pourquoi? C'est une route qui est en train d'être rouverte par le ministère des Travaux publics, par le personnel du ministère des Travaux publics. Il faut plutôt solliciter aussi du ministère des Travaux publics de rouvrir l'école des travaux publics des TP de Fougamou. Pour former le personnel, les ingénieurs, les techniciens. Parce que, bon, vous savez, on est humain, il y a la main-d'œuvre vieillissante et tout ça, il faut la remplacer. Il y en a qui vont à la retraite, il faut la remplacer. Sachons montrer à ceux-là qui pensent qu'ils sont le tourment du monde que nous-mêmes, on peut tout faire. Ceux qui pensent qu'ils peuvent tout faire, je n'ai vraiment pas envie de citer le nom de quelqu'un, le nom d'une entreprise aujourd'hui, mais ne me poussez pas à le faire. Non, ne vous pas aujourd'hui. On vient de démontrer qu'on peut faire du Made in Gabon, on peut faire des routes gabonaises avec du Made in Gabon. Mais en parlant du Made in Gabon, on a aussi le génie militaire qui se fait les routes. Par exemple, on a des exemples sur certains axes. La superficie du pays est quand même assez grande. Ils sont pas... Vous savez que nous, on a un problème de population. La densité de la population est très faible. À tel point qu'on ne peut pas affecter les militaires, le génie militaire dans tous les coins du Gabon. Non, à chaque fois, simplement qu'on aura besoin d'eux pour une tâche, on peut... Les TP sont en train de le faire là. Voilà. C'est tronçon. Vraiment bravo. Bravo. Donc, je pense que d'ici la semaine prochaine, la prochaine émission, on risquera d'avoir un entretien avec le directeur général des entretiens des routes et des aérodromes. Certainement, on va en parler du sujet justement de l'affectation des engins dans les différentes provinces. Ah, très bien, ce serait intéressant. C'est en train d'être préparé. Ok. Donc, une réhabilitation qui change le quotidien des populations, tout à fait. Mais des questions demeurent, notamment sur l'entretien à long terme des TP. Non, mais comme les TP ont des engins... viennent d'acquérir du nouveau matériel. Je pense que ce matériel... C'est l'entretien de cette route, parce qu'il y a des intempéries quand même. En fait, ce qui manquait pendant plus de 14 ans, ou je ne sais pas combien d'années, c'est parce qu'il manquait l'entretien, il manquait l'ensoleillement. C'est ce qui a détruit certains tronçons, certaines routes de notre pays. D'accord. Alors, sans transition, nous abordons à présent un sujet crucial. On parle de cybercriminalité, on parle de réseaux mafieux, de trafic d'or, d'usurpation d'identité, un travail mené à la perfection, si je pourrais m'exprimer ainsi. Un démantèlement mené par la DGSS.
Alors, je vous propose d'abord de regarder ces éléments de la désarticulation de ces réseaux mafieux opérant dans la vente de drogue, etc., etc. Donc, les réseaux mafieux. Allez, regardons d'abord ces éléments et nous revenons sur le plateau pour en discuter. Le dernier matchadise 26 qu'on t'a donné, c'est toujours avec toi. Essayez de voir comment tu vas envoyer ça. On m'a dit de te dire, tu peux aller donner ça à son petit là qui vend le pantalon au marché là-bas. C'est ça que je vais te dire. Cannabis, gélules, cailloux, cobolos, skunk, voici autant de stupéfiants prohibés au Gabon d'une valeur de près de 200 millions de francs CFA, saisis entre les mains d'une trentaine de trafiquants de cocaïne qui ont été interpellés à Libreville par les agents de la Direction générale des services spéciaux. Au nombre des indélicats figurent 8 individus de nationalité gabonaise et 20 autres de nationalité nigérienne, tous de la trentaine révolue et pour la plupart des récidivistes connus des services judiciaires. Oui, je me suis parce qu'on m'a tapé avec la drogue. C'est caillou. Il y a un petit qu'on est ensemble à Petit Paris ensemble. Bon, il m'a vu que le grand que j'ai toujours avec lui en voyage. Est-ce que j'ai connu quelqu'un que je peux avoir le chercher du petit? Sauf que non, si tu me je peux avoir mon bout de pain et sans problème. Parce qu'on s'est marié qu'en famille. Pour aller chercher le marchandise. Des arrestations diligentées par les autorités de la transition au Gabon au regard de la montée du grand banditisme orchestré par des gangs dans la plupart des grandes villes du pays depuis des décennies. Bon, ici nous avions des gelus en provenance d'autres pays comme le Brésil, le Nigeria et consorts. Alors ceux qui rentrent avec ça, c'est plus les Nigériens. D'accord? Ça sont les gelus. Là au moins il y a 50 gelus. Là c'est une capsule. Et ça, il la vend à 250 000. Ici on peut se retrouver avec plus de 60 capsules. Et après ça, ils vont faire maintenant des coupes pour vendre aux détaillants. Les détaillants viennent récupérer la capsule. Après, les détaillants découpent la capsule. Ça nous sort maintenant ce qu'on appelle le bac. On a un bac de 10 000 francs. Plus de 1500 grammes d'or, estimés environ à 70 millions de francs CFA, 14 pierres de diamants bruts et autres ressources précieuses, un véritable trésor que les éléments de la Direction générale des services spéciaux ont trouvé en possession des 11 orpailleurs illégaux, tous originaires des communautés amies. Également, 1500 cartouches prêts à en faire usage en cas de danger pour protéger leur activité illicite. Un travail qu'ils exerçaient en toute quiétude sans s'acquitter d'aucune taxe. Pour masquer leur trafic, ils faisaient dans la vente de matériel de construction, magasins de vêtements et la vente de sachets pour emballage. Implantés à Libreville, Njolé et Makokou interpellés, ils reconnaissent les faits. J'achète avec leur père. Après, je renvoie au Cameroun. Le chauffeur il est acquis aussi. Depuis 2019, j'ai envoyé 8 kilos d'or au Cameroun. Et ça m'a rapporté 250 millions. Souvent, quand on entend qu'il y a un contrôle quand même, on évite, on ne prend pas. Souvent, il y a les gens qui quittent aussi à Lambaréné pour venir nous contrôler. Il y a les gens qu'on attrape aussi. Si une personne sort avec 1 ou 2 ou 10 grammes ou 15 par exemple, il vient, c'est toi. Si vous tombez d'accord, et puis tu as cette... C'est pas que non, tu as les gens en forêt. L'un des cerveaux de la bande, actuellement en fuite, ses acolytes expliquent leur mode de fonctionnement. Ça va qui s'occupe de tout. Un jour, on avait pris l'or comme ça, le BD nous a arrêtés. Donc, quand on nous a laissé après, il a dit prochainement, si on m'arrête encore, de mettre tout sur moi, de ne pas lui dénoncer. Depuis combien de jours là, il a dit, on l'appelle son numéro, il ne passe pas, mais son WhatsApp passe. Voilà des sommes qui auraient pu servir à relever l'économie du Gabon et pourquoi pas à participer à offrir à chaque Gabonais de l'eau et de l'énergie en permanence. Malheureusement, ils se retrouvent dans la sous-région au bénéfice d'autres personnes. Les éléments de la DGCS déterminés à lutter contre l'exploitation illégale de nos ressources sous instruction des plus hautes autorités du pays.
Dieudonné, comment expliquer la recrudescence de ce phénomène dans notre pays? Déjà qu'il faut expliquer que les gens étaient dans leur confort, ils avaient leurs habitudes. Oui. Ils avaient l'habitude de faire ça. Ils se disaient qu'ils devenaient intouchables. Ils n'étaient pas du tout inquiétés. Donc, ça a persisté. Ils ont dû se dire que malgré le changement de, on va dire, de régime, on peut continuer là-dedans. Sinon, faire mieux que ce qu'on faisait de par le passé. Oui. Malheureusement, les choses aussi bougent. Et là, ils ont été pris. La main dans le sac, oui. Alors, Gabin, quel est leur mode opératoire? Avant de répondre sur le mode opératoire, sur leur façon d'opérer, je voudrais rappeler que c'est une quinzaine de personnes qui a été arrêtée. Parmi eux, une jeune dame qui, elle, avait commencé dans l'escroquerie à l'âge de 13 ans, parce qu'à l'âge de 13 ans, elle a été pour la première fois emprisonnée. Aujourd'hui, elle a quel âge aujourd'hui? Je pense qu'elle doit avoir la trentaine, elle approche la quarantaine. Elle a continué ce travail alors qu'elle était étudiante encore au Maroc. Et parmi les enquêteurs qui les ont démantelés, il y a un qui s'est reconnu avoir été escroqué par elle alors qu'il était en formation au Maroc et elle était étudiante au Maroc. Maintenant, quel est leur mode opératoire? Ils font dans la falsification de documents administratifs, surtout du cabinet civil du président de la République. Wow. Ils font dans l'usurpation d'identité des anciens ou nouvelles autorités de l'État. Le plus récurrent, l'identité la plus utilisée, la plus usuelle, c'est celle du directeur de cabinet du président de la République, Arthur Lemami. Et moi, personnellement, je l'ai vécu. J'ai failli, bon, je n'ai pas failli, quelqu'un qui m'a appelé pour se faire passer pour Arthur Lemami. Et je lui ai fait savoir que vous n'êtes pas celui que vous croyez être. Parce que Arthur Lemami n'est pas vous. Et je sais que si c'était, ça ne devrait pas être vous à m'appeler de cette façon. Oui. Voici le mode opératoire. Ils font dans l'intimidation des personnes publiques ou anciennes hautes personnalités en leur exigeant de grosses sommes d'argent pour soi-disant étouffer leurs affaires qui sont pendantes soit au tribunal ou à la DGR. Ça veut dire qu'ils ont des complices. Merci. Merci. Ils font également dans la falsification des cachets des hautes autorités. Maintenant, pour ce qui est des appels téléphoniques, comment font-ils? Pour ceux qui utilisent la maison de téléphonie Zen, ils ont la possibilité, Zen GSM, hein, pas Zen tellement, hein, ils ont la possibilité de s'acquérir les SIM avec les pièces d'identité d'autres personnes. Aussi facilement. Pour ce qui est de Move Africa. Oui, mais en général, ils exigent la photocopie de la pièce d'identité. Oui, mais si j'ai ta pièce de données, il y a des gens qui perdent des pièces. OK? Ouais. Si j'ai ta pièce, nous sommes des frangins, je peux avoir ta pièce pour avoir fait une opération, je ne sais pas, bancaire. Bien sûr. Oui, bien sûr. Voilà. Ça, c'est pour ce qui est d'Airtel GSM. Pour ce qui est de Move Africa, Gabon Télécom, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont par contre là chez les revendeurs pour s'acquérir des SIM. Parce que chez les revendeurs, le plus souvent, on ne demande pas de pièces d'identité. Donc, ce qu'il faudra faire, il faudra attirer l'attention des maisons de téléphonie mobile. Oui. Je te vois arriver certainement. Vous me posez la question, quelle est la solution? Bien sûr. La solution. Quelle est la solution, oui. Parce que ça, et là on est dans la totale cybercriminalité, il va falloir renforcer les mesures d'attribution ou de vente des cartes SIM à la clientèle. Mais je crois que c'est de plus en plus compliqué aujourd'hui. J'ai acheté des SIM pour mes enfants, mais ils m'ont exigé la pièce d'identité. Je vais essayer Là, je te parle de Move Africa Gabon. Il y a plusieurs revendeurs, par exemple, à l'aéroport. Lorsque vous sautez de l'avion, on vous vend des puces. Hein. Et ils n'exigent pas votre passeport? Non, du tout. Du tout. Waouh. Lors de mon dernier voyage, je l'ai vu. À mon retour, là, je l'ai vu. Et quelle autre solution selon toi, Dieudonné? Non, la crainte, vous savez, vous voyez les pays, nos pays voisins, là où le terrorisme commence à naître. Mais il a commencé, comme je le disais, par des petits ajustements comme ceux-là. Oui. Après, ça va devenir des gens qui rentrent chez nous, si on ne conscientise pas la population, qui rentrent chez nous, et qui se font passer pour. Tenez, j'allais oublier. Il y a aussi, il y en a qui font dans la fabrication des passeports diplomatiques. Mais qui sont les acheteurs? Ce sont les Chinois. Incroyable. Les Chinois qui sont acheteurs de vrais faux passeports diplomatiques gabonais.
Mais comment explique-t-il le fait de détenir un passeport diplomatique gabonais? L'enquête encore, au moment où j'ai été, on n'était qu'au début de ce sujet, de l'arrestation sur la falsification des passeports diplomatiques gabonais. Le jour à venir, puisque ça va devenir une série, si tu permets, Fidji, oui, je t'en prie. Une série de reportages sur la cybercriminalité, sur les associations des malfaiteurs, parce qu'il faut qu'on dénonce, il faut qu'on conscientise de plus en plus les compatriotes. Donc je disais, les prochaines fois, nous saurons comment ces acheteurs des passeports diplomatiques gabonais opèrent. Est-ce qu'ils les utilisent au Gabon ou ils les utilisent hors du Gabon? À l'étranger. Et même ça, lorsque un est pris, Fidji, par exemple, lorsque un est pris, le cas des acheteurs, je pense qu'on devrait non seulement les rapatrier, mais avec interdiction de séjour au Gabon. Bien sûr, bien sûr. Et pour ajouter à Thalys, il y a aussi la distribution des kits alimentaires moyennant de l'argent. Voilà. Je me souviens un jour, M. Koumba, mais c'est parce qu'on ne voulait pas en parler sur ce plateau. Vous me disiez, quelqu'un vous avait appelé, qui se faisait passer pour un membre du cabinet du président de la République. Du président de la République. Oui, qui me proposait une nomination moyennant de l'argent. De l'argent. Oui. Voilà. Il y a ça. Il y a, comme tu le dis, le kit alimentaire. Mais depuis quand on parle encore de kit alimentaire? On n'en parle plus. Si on devrait vous offrir un kit alimentaire, pourquoi on vous demanderait de l'argent? De l'argent. C'est un peu paradoxal. Oui. Donc, moi, je vous propose un extrait, un morceau choisi d'un de leurs modes opératoires. J'allais oublier. Pour ce qui concerne la jeune femme dont je faisais état tout à l'heure, vous savez comment elle opère? Non. Comment elle fait pour appâter je ne veux pas appeler client. C'est victime. Ce qui est sûr, c'est qu'elle n'agite pas un chiffon pour les appâter. Mais elle change plusieurs fois de voix. Eh oui. Elle peut utiliser la voix de Koumba, comme elle peut utiliser le timbre vocal d'Atiga ou la voix de Fidji. Elle a plusieurs voix. Ah bon, ce n'est pas l'IA, hein? Elle peut te faire la voix d'un vieillard comme elle peut te faire la voix d'un enfant. Moi, je me souviens, il y a 10 ans, quelqu'un qui me faisait la course, c'est une parenthèse, qui se faisait passer pour une femme. Non, c'était un homme. Oui, bien sûr, il avait été pris en flagrant. On passe. Donc, je vous propose ce morceau choisi de cet extrait de leur mode opératoire. Voilà. Oui, lancez l'appel sur votre SIM. J'appuie le bouton vert. Oui, monsieur. D'accord, j'appuie le bouton vert. Qu'est-ce que ça écrit? Ça m'écrit que vous êtes un escroc. Comme le con de ta mère. Enfoiré, dégage. Tu es rigolo. Je te fais perdre ton crédit. Rigolo, va. Allô? Ouais. Bonjour. Bonjour. Service technique actuellement. D'aller travailler, c'est ce que tu fais. Imbécile. Toi, tu travailles, tu peux travailler. Mais alors, tu m'appelles pourquoi si je ne travaille pas? La nuit, là, tu peux avoir l'argent. Mais alors, tu m'appelles pourquoi? Va demander ce que tu viens faire au Gabon, c'est ça? Malheureux, va aller faire la malhonnêteté là chez toi. Idiot. Chien. Malhonnête. Voilà, donc c'était à l'instant un de leurs modes opératoires. Donc un phénomène comme celui-ci grandissant, quelles sont les pistes de solutions comme je... Non, enfin, il faut que la télévision, la radio, on se mette à contribution. Mener des campagnes de sensibilisation. Chers téléspectateurs, chers compatriotes, chers habitants du Gabon, il n'y a pas un autre moyen de gagner votre vie qu'à la sueur de votre front. Il n'y a pas un autre moyen. Quelqu'un va vous appeler pour vous dire « je peux vous faire multiplier de l'argent ». Mais c'est faux. C'est votre argent. Tenez. Parmi ces personnes arrêtées, il y a un qui a escroqué une dame qui est pourtant assise, qui a une entreprise qui prospère. Une dame qui a une entreprise qui prospère dans la République. Mais comment peut-elle se faire avoir par, excusez-moi, un niancouin, comme on dit au quartier? Mais non, madame. Mais non, madame. Si votre entreprise arrive à ce niveau, c'est que vous avez le don de management. Mais pourquoi allez vous faire escroquer par un jeune homme?
Voilà, donc Fidji, je pense qu'il faut d'abord que chacun se dise que ça n'arrive pas qu'aux autres. Bien sûr. Ça peut m'arriver à moi. Et soyez très prudents. Quelle que soit la proposition qu'on vous fait, il va falloir la retourner, la retourner avant de pouvoir consentir à, je ne sais pas moi, à céder. Parce qu'on ne dit pas oui au premier venu. Bien sûr. Et d'ailleurs, pourquoi? Pourquoi? C'est quoi cette histoire? Vous sollicitez une audience auprès de la République, auprès du président de la République, et on vous demande de payer. Vous êtes sûr que vous êtes arrivé au cabinet, je ne suis pas là-bas, mais vous êtes sûr que vous êtes arrivé au cabinet du président de la République? Comme ce monsieur qui me disait, écoutez, la proposition de votre nomination est sur la table, il va falloir payer un montant pour acheter un timbre. Je ne sais pas trop de quel timbre il parlait, mais dès que je lui ai dit que monsieur, vraiment, dès que je lui ai dit que monsieur, votre escroquerie là est arrivée à ce niveau, il m'a raccroché au nez. Alors, ce démantèlement montre l'efficacité de la DGSS. Mais oui, parce que après souvent ce type d'arrestation, lorsqu'ils sont mis à la disposition du tribunal, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Il y en a qui ont réussi à prendre les mailles de filet en prétextant qu'ils étaient malades. Aujourd'hui, ils sont pour certains au Bénin et d'autres au Maroc. Très bien. C'est un véritable réseau. Oui. Donc, mesdames et messieurs, la prudence. Faites attention. La prudence, la prudence. La prudence est de mise. Est de mise. Tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce que vous voyez en costume, dans de belles voitures, attention. Faites attention. Mais en même temps, Gabin, quand tu viens me proposer que moi, je peux faire de toi un homme riche, alors que tu ne l'es pas. Attends, il y a un problème. Prudence et vigilance est de mise. On enchaîne tout de suite avec le 70e communiqué du CTRI, lu par le colonel Ulrich Monfumbi. Écoutons-le. Depuis le début de la transition, des moyens financiers considérables ont été alloués par le président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, en vue du lancement de plusieurs chantiers à travers le pays, visant à répondre aux principales préoccupations des Gabonais. Il convient de rappeler que tous ces chantiers ont déjà été financés afin d'évaluer l'état d'avancement précis des 10 chantiers. Des missions de contrôle dirigées par le CTRI seront déployées dans chacune des 9 provinces. La présence de tous les maîtres d'œuvre lors du passage de ces équipes de contrôle est impérative. Président de la transition, président de la République, chef de l'État, général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, attache une importance particulière au maintien d'un rythme de travail efficace, ainsi qu'au respect des délais de livraison des projets en cours. Peuple gabonais, unis dans la concorde, c'est enfin notre essor vers la félicité, honneur et fidélité à la patrie. Je vous remercie. Une décision importante au regard de plusieurs chantiers en arrêt aujourd'hui. Oui, on peut le dire, on peut l'affirmer parce que au regard de tous ces chantiers aujourd'hui en arrêt, les Gabonais se posaient la question, est-ce que le CTRI n'avait pas mis la poudre aux yeux des Gabonais? Parce qu'on ne comprenait pas, ça ne se justifiait pas que les chantiers qui avaient démarré tambour battant, tout d'un coup s'arrêtent. Et là, à la lecture de ce communiqué, on constate que le CTRI avait mis assez de moyens pour qu'une bonne dizaine de chantiers à travers le pays démarrent. Malheureusement, eux-mêmes, ils le savent, ils l'ont constaté. Ils ont constaté que oui, certains chantiers sont en arrêt. Mais pourquoi? Est-ce que l'argent a été détourné? Est-ce que la planification faite avant le démarrage de ces chantiers ne correspondait pas au budget alloué? Parce que c'est plusieurs questions. Avant d'accuser les entrepreneurs, il faut aussi chercher à savoir
est-ce que les budgets alloués répondaient véritablement à l'attente de la réalisation de ces différents projets. Tout à fait. Mais toujours est-il que, au sortir de ces enquêtes, de ces visites, on en saura un peu plus. On saura si réellement ces entreprises ont fait main basse de l'argent mis à disposition. Je tenais à vous rappeler que l'État vient de payer, je pense, à hauteur de 30 milliards certaines entreprises, une dette qu'elle avait envers certaines entreprises qui sont soit dans le bâtiment, soit dans la réhabilitation des routes ou de certains trajets. Dieudonné, réaction? Oui, il est important de vérifier. On ne peut pas se permettre simplement de mettre de l'argent et puis attendre que les travaux arrivent à leur terme. Sinon, il faut vérifier, même à mi-parcours. Tout à fait. Même au début, je pense que même tous les 3 mois, tous les 3 mois, on devrait vérifier l'avancée des travaux. Ça permet non seulement à ceux qui mettent, au gouvernement qui met de l'argent d'avoir une idée claire de l'avancement des travaux, mais ça permet aussi aux entreprises qui sont chargées d'exécuter tout cela d'être un peu plus sérieuses dans ce qui se fait. C'est important. Parce qu'elles sont très peu sérieuses. On revient de Port-Gentil, vous-même vous avez vu le pont sur l'Ozuri, le pont sur... les 2 ponts qui mènent, qui partent de Port-Gentil à Omboué. Vous avez vu que là, ces entreprises chinoises ont été sérieuses. Ah oui. Je ne sais pas si, si notre entreprise, si notre entreprise, je sais, vous me regardez, je ne vais citer personne. Oui, tu me fais l'allusion. Si notre entreprise de construction en bâtiment ou en pont et chaussée peut faire ce travail-là. Ah oui, là, le travail est sérieux. J'étais sur ce pont, j'étais bluffé là. Ah oui, on était tous bluffés. Hein. C'est dire qu'il y a des bonnes choses qui se sont faites. Oui, tout n'était pas que mauvais. À César, ce qui est à César. Hein. Tout n'était pas que mauvais. Tout simplement qu'à un moment de leur magistère, ils ont commencé à faire le foufou, c'est tout. Là, on parle du régime Ali Bongo. Le pont sur l'Ozuri et sur l'autre lagune. C'est une merveille. Il ne faut pas être ingrat. Quand l'autre a fait, tu dis... Comme on disait à César, ce qui est à César. Voilà. Ravi de vous retrouver pour cette 2e partie de Matin Week-end. Monsieur Koumba, les populations n'en peuvent plus. Entre coupures d'eau, délestage intempestif, mais vraiment, le quotidien devient un véritable... Il ne se passe plus un seul jour ou une seule nuit un véritable parcours de combattant, que le courant ne soit coupé dans un quartier. Alors, nous avons fait un micro-trottoir pour écouter ce que pensent les populations. Super, génial. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai presque été agressé. Chaque fois que je sors dans la rue, pourquoi vous ne parlez pas de coupure d'électricité? Pourquoi vous ne parlez pas de... tout le temps. Donc, voilà, nous avons fait ce travail. Et puis voilà. Génial, on y va sur le terrain avec toi, Dieudonné. Moi, je crois que soit on veut saboter le président de la République, soit il y a un vrai problème de fond où les militaires ne sont pas bons. Il y a un problème de gestion de la SCG. C'est pas normal qu'à la veille d'une grande élection comme l'élection présidentielle au Gabon, les coupures ne font que s'empirer. On dort tous dans le noir, on est dans l'insécurité totale. C'est vraiment regrettable. Quand on souffle dans les maisons, les appareils se gaspillent, les enfants n'arrivent plus à faire leurs devoirs, n'arrivent même plus à étudier, c'est difficile. Et la majorité de personnes maintenant au travail somnolent le fait que nous ne dormons pas la nuit. Beaucoup ne se sont pas enregistrés, ne sont pas allés se faire enregistrer à cause de cela. Ils trouvent que ça n'a pas d'importance. Puisqu'on néglige les priorités, on nous demande d'aller nous enregistrer. Ça ne sert à rien. Je me dis que je ne sais pas quels sont les travaux qu'ils sont en train de faire, mais je me dis que certainement ils sont en train de travailler là-dessus. Bon, tenu compte que les installations, ce sont les installations anciennes, bon, je me dis que peut-être ils sont en train de faire des branchements, de nouveaux branchements sur l'installation existante. Donc ça c'est ma pensée et ma logique à moi. Hein. Je me dis que c'est en fonction de ça. Mais que voulez-vous, si on veut une nouvelle, comment je vais dire ça, si nous voulons sortir de là, ce qui veut dire qu'on va subir un peu de coups. On va subir tout ce qu'il y a. Mais moi je crois qu'il est mieux qu'on regarde devant et qu'on avance, que ceux qui sont à l'amabilité en train de travailler, je pense qu'ils sont en train de faire leur travail. Je pense qu'il n'y a personne qui est à l'abri de tout ce qui arrive, des coupures. Je pense que même les techniciens de la SCG eux aussi subissent.
ils subissent le même sort que nous. Donc je pense qu'on doit avoir un peu de la patience et espérer que demain, il n'aura plus les mêmes coupures qui se passent à l'heure actuelle. À mon humble avis, moi je pense que ça. Je pense qu'on doit garder la patience et avoir de la confiance. Et je crois qu'ils sont en train de travailler. C'est pas facile. Bon, disons, à mon humble avis, quand je pense, s'il faut créer une nouvelle installation, mais ça viendra très coûteux. Je parle seulement que j'essaye un peu de préhendrer la manière que les choses que nous vivons au quotidien. Ça va prendre du temps et ça va coûter. Maintenant, ce qui se passe, c'était eux qui devraient nous communiquer que voilà ce que nous sommes en train de faire. S'il y a les nombreuses coupures, parce qu'on est en train de faire telle installation, on est en train de recycler. Bon, mais ben, ils ne communiquent pas, ils ne donnent pas les informations là-dessus. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Que bon, on garde la confiance. Voilà. Ce n'est pas bien parce qu'on n'arrive pas à dormir. On est même tombé malade à cause de ça, les moustiques. Et on n'arrive pas à laver les habits. La saleté. Les moustiques aussi, ça nous embête parce que les coupures tout le temps, dans la nuit. En plus, c'est même pas qu'ils remettent ça tôt, ils remettent ça en retard. Ils remettent ça vers les 4 heures, 2 heures. Et il y a certains enfants qui ne supportent pas la chaleur. Oui, il faut dire à la SCG d'arrêter de couper l'eau et le courant, n'importe comment. Peut-être s'ils coupent le courant, ils peuvent mettre l'eau, ou bien quand ils coupent l'eau, ils peuvent mettre le courant. Et moi, je n'arrive pas à étudier dans le noir, je suis en classe d'examen. C'est ça qui fait que je parle aujourd'hui dans ce micro. Merci. Non, c'est insupportable. On ne peut plus vraiment vivre comme ça. Nous, on est vraiment en enfer. Ça, c'est vraiment le calvaire, Les appareils se gaspillent. On ne sait pas où aller se plaindre. On ne peut plus mettre un sachet de poulet au congélateur. Nous, les orphelins, là, on va vivre comment? On n'a rien. Si on a mis un sachet de poulet au congélateur, on sait que demain, les enfants vont manger. Mais les coupures de matin, midi, soir, on ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe à la SCG? Que dit le gouvernement pour la population? Où va la vie? Où va le monde? Le Gabon nous amène où? On va où avec le Gabon, avec ce genre de situation? De l'eau, les mamans se réveillent à 4 h du matin avec les braquages passés par là. On ne sait plus où va le monde. Hein? Belle heure là, nous ne pouvons plus sortir. Mais on est obligé parce qu'il n'y a pas de l'eau. Nous fouillons les tuyaux d'eau, les fuites d'eau de par-ci, par-là. On boit même l'eau du puits, on va dire ça comme ça. C'est pas la vie. On a des nouveaux-nés, on a des femmes enceintes, on a ceci, cela, des handicapés. Hein? On fait comment? Monsieur le Président, on fait comment? Où va le Gabon? On fait comment? Nous partons de pire en pire dans la misère. Hein? Dites-nous ce que nous devions faire. Le Gabon est dans vos mains. Vous avez la solution de tous les Gabonais. Qu'est-ce qu'on doit faire? Dites-nous. De coupure en coupure, 10 h, 11 h, midi, 13 h, les enfants vont étudier les leçons comment? Non seulement il n'y a pas assez de professeurs dans les salles de classe, dans les lycées, alors pour une leçon, pour un certain, l'enfant ne peut pas s'en sortir. L'enfant ne peut pas s'en sortir. C'est vous qui avez parlé de 12 de moyenne pour avoir la bourse. Et comment l'enfant fera pour avoir la bourse? S'il n'y a pas 12 de moyenne, il va étudier comment? Dans ces coupures-là. Vraiment, de grâce, aidez-nous. Souvenez-vous des Gabonais. Notre réaction devient vraiment... En fait, je ne sais même plus comment expliquer ça parce qu'on est dépassés. Nous sommes dépassés. On ne sait plus comment réagir parce que déjà nos appareils sont déjà malades. Ma télé a été pétée et ce n'est pas seulement pour moi, il y a pour plusieurs personnes. Donc il faut que ces choses-là soient prises en charge. Nous sommes dans l'ignorance, nous ne connaissons pas ce qui se passe. Donc, il y a beaucoup de personnes qui s'interrogent, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Beaucoup parlent mal contre les grandes personnalités et moi je suis déjà fatiguée. Moi je ne suis pas pour. Je sais juste qu'il y a une situation difficile qui se passe dans le pays, mais il faut que ça se régularise parce que le peuple gabonais n'a pas connu ce genre de choses. On n'a jamais connu ça. Et il faut que ça s'arrange immédiatement. Parce que le peuple va se fâcher. Et ça, c'est comme ça. Il faut
il faut reconnaître que lorsque ces deux coupures interviennent simultanément, il y a une très lourde déception, il y a de la colère, comment dire, en tout cas c'est résumé dans la déception et de la colère. Voilà. Il n'y a pas d'eau pour pouvoir se laver, pour pouvoir se nettoyer, pour pouvoir cuisiner, pour les familles qui ont plusieurs enfants. Quoi d'autre? Par rapport à l'électricité, il n'y a pas moyen même de regarder le journal. Il y a des dysfonctionnements au niveau des appareils. Bon, c'est en général ce qu'on peut constater. Il faut regarder, enfin il faut considérer les efforts fournis par le président actuel et espérer à ce que les mesures prises produisent des effets assez rapides. Par contre, à la veille d'une élection présidentielle, il faut reconnaître que c'est très mal parti, c'est un très mauvais signe et que ça présente un problème assez sérieux. Les coupures d'électricité, en fait, nous empêchent vraiment et c'est un véritable problème pour nous. Non seulement en tant qu'étudiant, je n'arrive pas à travailler et même à l'université, ça nous empêche d'utiliser certains logiciels. En tant qu'étudiant géographe, on utilise plusieurs logiciels qui fonctionnent avec Internet. Mais avec ces coupures-là, vraiment, on a du mal à faire cours, on a du mal à se laver le matin. Vraiment, c'est très compliqué et c'est vraiment déplaisant en fait. Bon, on espère au Gabon, on ne sait pas comment ça va aller. C'est un champ politique. C'est toujours des belles promesses, mais après, ce qui suit, on connaît la suite en fait. Pour de nombreuses coupures qui se répètent chaque soir, moi je pense que c'est un sabotage contre la politique, sur le gouvernement de la République. Je dis c'est un sabotage. Je n'ai pas deux choses à dire, un sabotage. Chaque soir, les enfants ne peuvent plus étudier. Il y a toujours encore les congélateurs, les appareils électroniques qui prennent du coup. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut résoudre chez ce genre de problème. J'ai un nouveau-né chez moi et quand il y a ce coupure-là, nous sommes sous dalle, donc elle a du mal à dormir. J'ai mes appareils qui ont été complètement détruits. On va dire à citer ma télévision, mes deux ventilos. Vraiment, nous sommes à bout par rapport à ces coupures-là. Et nous appelons vraiment au président qu'il fasse quelque chose parce que, franchement, c'est un problème sérieux. C'est un problème sérieux. Et jusqu'à présent, on ne sait pas ce qui se passe. Il faut que ça s'arrange le plus tôt possible, avant même les élections présidentielles. Il faut que ça s'arrange le plus tôt possible pour que les choses se fassent bien. Vous savez, il y a plusieurs... Ces genres de choses-là, on a eu des cas comme ça et qui a... en fait... il ne faut pas que ça réveille beaucoup de choses, c'est-à-dire que les gens peuvent se faire des idées, c'est-à-dire que bon, voilà, ce sont les mêmes choses qu'on a d'abord dénoncées, les mêmes choses qui sont passées, qui peuvent refaire surface. Et donc, il faut vraiment traiter ce problème-là parce que c'est un véritable problème. C'est une situation qui nous surprend et qui nous étonne depuis quasiment plusieurs mois. Surtout dans notre quartier ici, à Bel Air Petit Marché, nous avons des coupures quasiment tous les jours. Et ce sont des coupures qui peuvent nous surprendre plus de 3 ou 4 fois dans la journée en fait. Donc notre souhait c'est que cette situation soit arrangée et que la sérénité revienne. Bon, on reste, on va dire quoi, positif hein, sur la question. C'est notre souhait d'ailleurs que la situation soit arrangée et que la sérénité règne dans nos ménages. Voilà. Vraiment, c'est compliqué pour nous actuellement. Avec ces coupures répétées, vraiment, c'est compliqué. Et beaucoup de choses prennent des coups, que ce soit notre santé, que ce soit le matériel, vraiment, c'est désastreux. Vraiment, nous avons besoin de l'aide du gouvernement, vraiment que cette situation puisse rentrer dans l'ordre. Un ras-le-bol généralisé, oui. Ouais. Oui. Deux mots reviennent hein, à chaque fois, constamment, dans les interventions. Oui. Sabotage et complot. Pardon, sabotage et complot. Ouais. Comment vous l'expliquez? Là aussi, les deux mots pour moi ramènent à la même chose. Oui. Parce que je pense qu'avant qu'il n'y ait l'action de sabotage, il faut d'abord qu'il y ait complot à la base. Donc pour moi, ça ramène à la même chose. Mais si on devrait parler de complot, qui complote contre qui?
Et pourquoi? Tu as une idée? Est-ce que la SEG pourrait comploter contre le président actuel? Question. Maintenant, en parlant de sabotage, qui est en concurrence avec qui pour saboter l'autre? Est-ce que la SEG est en concurrence avec M. Oligui? Non. Donc, est-ce qu'il faut parler de sabotage? Je ne crois pas. Je pense simplement, pour moi, pour répondre à ce type de questions, c'est que même dans les interventions des uns et des autres, on entend parler de la vétusté du matériel qui nous fournit l'électricité. C'est une solution à trouver. Il faut attendre, remplacer tout ce matériel pour qu'on voit clair. Oui. Vous avez entendu ce papa qui dit « Essayez d'être patient, souffrons, soyons patients et ça va s'améliorer. » Parce que ce n'est qu'en étant patient que le matériel va être remplacé au fur et à mesure. Ce n'est pas un bouton sur lequel on appuie pour changer tout le matériel. Oui. Donc, la SEG fournit effort pour remplacer le matériel. Soyons aussi patients. Simplement que c'est tout le matériel domestique que les uns et les autres perdent qui cause problème. Qui va rembourser à qui? Voilà la question. Réaction, en fait, on semble avoir une mémoire courte. Le problème de la carence en électricité commençait déjà sous Omar Bongo. Ça commençait déjà sous Omar Bongo. On entend... Voilà, on avait peut-être étouffé. On avait peut-être oublié que la population partait en grandissant. Libreville s'agrandissait. Le Gabon s'agrandissait de façon... sur la densité de la population, je veux dire, sur le nombre de la population. Ali Bongo arrive, il voit venir le problème. Il a des projets de construire des barrages hydroélectriques, mais malheureusement, il ne les réalise pas. Le problème commence là. Le problème commence là. Si on avait réalisé, on avait construit ces barrages, parce que les ouvrages actuels de Kingele Chimbele sont vieillissants, pour le cas de Libreville, on n'en serait pas là. Pour le cas de la zone Oué Vindo, il y a de l'électricité à Mwanda, à Poubara. Mais malheureusement, pour l'amener dans le Oué-Lolo ou dans le Oué Vindo, il faut des installations. Il faut des installations, il faut des gros budgets. En 14 ans, Ali Bongo ne l'a pas fait. Pour rebondir. Oui. Non, tu souhaites terminer? Oui, je souhaitais terminer. Vas-y, vas-y. Libreville, on a dit Timbele Kingele, vieillissant, ça ne répond plus. Oui. Donc là, il y a la construction de ce nouveau barrage, Dieu merci. Dans la zone sud, Ngounié, Nyanga, si on avait construit l'impératrice. Et il y avait même un projet aussi, Irongo-Mongo. Je pense qu'on ne connaîtrait pas ces problèmes. Si dans le Wellington, on avait construit... nous étions. Nous étions à cet endroit-là. On ne serait pas allé chercher l'électricité aujourd'hui en Guinée équatoriale. C'est un vieux problème. Ce n'est pas un complot. C'est tout simplement la planification et comment dire ça, l'envie de réaliser l'amour de son pays, de faire quelque chose pour son pays. C'est tout simplement ce qui a... C'est tout simplement, à mon avis, c'est tout simplement ce qui a manqué à l'ancien régime. Je vous assure, s'ils avaient construit ça, on serait loin, on ne connaîtrait pas ces problèmes. Je ne suis pas un spécialiste en la matière. Non, mais dès que si ces barrages avaient été construits, les villes auraient été interconnectées et puis il n'y aurait pas eu ce problème. C'était ça le projet à la fin. Pour rebondir avec tout ce que tu viens de dire, on entend aussi dire qu'on n'a jamais vu cela. Ah oui, ça c'est ce qui est revenu dans le micro-trottoir. On n'a jamais vécu cela. Oui, bon, écoute. C'est comme de l'eau, hein, quelque part. Lorsque vous l'étouffez, il va toujours trouver une faille. Je vous ai dit, c'est depuis Omar Bongo, ce problème. Il était déjà latent depuis Omar Bongo. Et on a entendu quelqu'un dire, soit c'est un sabotage ou bien les militaires ne sont pas bons. Bon, non, on ne va ça coïncide tout simplement là, avec l'arrivée des militaires. Mais voilà, et cette coïncidence... Malheureusement, c'est eux qui prennent ça. Et on pense que ça va être résolu d'ici là. Cette coïncidence, soyons patients, comme le disaient certains dans le micro-trottoir. C'est un mal, je ne veux pas dire mal nécessaire, mais il faut le subir. On n'a pas le choix. Mais simplement que d'autres réalités commencent à faire surface en se disant « Ah, ils sont venus, ils nous ont fait croire que, mais bon, maintenant, ça ne marche pas. » C'est un vieux problème. On ne le résout pas comme ça. Ça, je on est en train de le résoudre petit à petit avec les Turcs et les autres.
Vivement, parce que... Espérons simplement que ça ne va pas avoir d'autres corollaires derrière. Voilà. Ce qui est mauvais, c'est parce qu'on est en train d'aller aux élections. Et voilà. C'est par là où je voulais en venir. On pense à beaucoup de choses. Est-ce qu'on serait contre tel? Est-ce que... Non. Est-ce que ça ne va pas influer? Si, ça peut. Ça peut. Aux décideurs actuellement de voir comment résoudre ce problème d'ici au 12 avril. Ouais. Parce que vraiment les populations en ont marre. Ouais. Il faut rassurer les populations. Oui, mais vivement parce que ces coupures affectent les foyers, les commerçants. Bien sûr. Et aussi, Fidji, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de communication dessus. C'est ça l'autre problème. On ne communique pas assez sur ce qu'il y a comme souci. Très bien. Vous savez, quand vous êtes acculé en communiquer, vous allez dire quoi? Vous allez communiquer tout le temps, Non, il faut rassurer, c'est tout. Donc, on reste sur le fait... on reste sur... en attente sur le mot patience. Vraiment, patience, quoi. Il faut être un peu patient. Simplement qu'on perd trop de matériel, c'est ça le problème. C'est ça, oui. On passe à un tout autre sujet social. Nous revenons sur le dossier des anciens employés de la TIG OPT. Après avoir été floués par leur avocat, ils pointent désormais le doigt à la comptabilité publique qui leur aurait imposé un huissier de justice pour... la deuxième partie de leur... toucher la deuxième partie, qui s'élève, on va dire, à 2 milliards. 1 milliard. 1 milliard, oui. En fait, après leur licenciement, que les anciens patrons de la TIG OPT estimaient licenciement économique, ils avaient porté plainte et finalement on s'était rendu compte, ça je vous l'avais dit l'autre fois, que c'était un licenciement abusif. La TIG OPT avait été condamnée, malgré les appels de la TIG OPT. Le tribunal avait confirmé la condamnation, leur condamnation. Donc, ils devraient payer à ces 53 agents 2 milliards de francs CFA. L'avocat pris, choisi par eux-mêmes, leur déclara à cette période que la TIG, l'État, la TIG par l'entremise du gouvernement n'avait payé que 1 milliard. Les années passant, ils se sont rendus compte que c'était finalement 2 milliards. Et l'autre milliard, sur le premier milliard, l'avocat avait fait mes bases sur près de 800 millions. Le reliquat qui devait être payé par, puisque là c'était l'État, par la direction générale de la comptabilité publique, devenue aujourd'hui la direction générale de la dette. Donc le reliquat devrait être payé par cette direction générale. Mais cette direction générale va choisir sur la décision des différents ministres. Isozen Gondé, à l'époque ministre des comptes publics et de la fonction publique, suivi de Blaise Louembe, ils vont prendre la décision que cet argent, pour qu'il arrive auprès des ayants droit, il faut qu'il passe par un huissier de justice. Et c'est ce que ses compatriotes contestent. Découvrons les réactions de ces anciens employés face à une nouvelle complication. Le milliard qui est resté, 1,47 milliard est resté à l'État, dans l'OPT. Ce 1,47 milliard, l'État a décidé de nous les verser, Maintenant, on devait nous payer, on nous a payé en 2011. En nous payant en 2011, on s'est constitué, comme d'habitude, en collectif. Nous avons choisi notre huissier. On travaille avec notre huissier de justice. Maintenant, le ministère du budget des comptes publics, de la fonction publique, qui a envoyé cette lettre. Donc, voilà ce qui suit. Article 1er. Est autorisé le versement de la somme d'1 milliard 723 278 869 francs au profit de l'étude Njunga, matricule 222 85 53 Y, domicilié à BGFI, banque compte 4003 041 03 101 14 390 011 73 pour son client ex-agent OPT. Pour l'exercice 2010, on a travaillé avec notre huissier. Mais ici, dans notre lettre qui suit, c'est un Djunga qui est huissier. Or, quand le comptable de la comptabilité publique nous convoque, ils nous disent que non, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin de faire un huissier. On va nous payer sans huissier. Mais nous aussi, on était étonnés qu'on se retrouve maintenant avec un huissier qu'on n'a pas contacté, on n'a pas travaillé avec. Qui l'aurait contacté d'après vous? Là,
Ça, c'est passé à la comptabilité publique. Donc, je continue à lire. Voilà une deuxième note. Pour monsieur le directeur général de la comptabilité publique, objet, règlement des droits des ex-agents de la TIG, afin d'éviter que les sommes destinées aux ex-agents de la TIG ne soient à nouveau distraites. Je vous demande de prendre toutes les dispositions afin que le paiement se fasse par l'intermédiaire de maître Jean-Pierre Nzunga, huissier de justice agréé par la Cour d'appel judiciaire de Libreville. Vous me rendrez compte de l'application et de la présente instruction. C'est signé du ministre du Budget à l'époque, Blaise Lombe. Voilà. On vient à la troisième lettre. Affaire ex-agent TIG contre État gabonais OPT. Maître, dans le cadre de suivi de l'affaire en marge, monsieur le ministre du Budget des comptes publics, de la fonction publique, chargé de la réforme de l'État, par note en date du 1er octobre 2010, m'a instruit de vous confier ce dossier. Ai-je l'honneur de vous inviter à bien vouloir vous rapprocher de mes services pour plus d'informations. Dans l'attente, je vous prie d'agréer, maître, l'assurance de ma considération distinguée, c'est signé Serge Enamou Soleil. Comptabilité publique. Oui, à l'époque. Et voilà maintenant les règlements que l'huissier de maître Nzunga. Parce que ce règlement, nous, on s'est dit, on a amené notre huissier. Comme je l'ai dit tantôt, on avait un huissier qui travaillait avec nous. C'est le cabinet Rennes Conseil. Il avait même déjà tout fait, pour tout le tableau de paiement. Parce qu'on le communiquait chaque fois qu'on est au tribunal, il avait toujours toutes les informations. Mais à notre grande surprise, le conseil de la comptabilité publique nous dit on n'a pas besoin d'huissier, ils vont nous donner, on va nous payer sans huissier. Parce qu'en fait, normalement, quand l'État paye, c'est par le biais des trésors. On vous donne votre bon de caisse, vous touchez le trésor, vous repartez. Mais ça, on était étonnés qu'on nous colle un huissier vers lequel on a jamais travaillé. Voilà les montants, voilà tous ces montants-là. Calcul du moratoire. Compte bancaire de BGFI. Calcul moratoire. Montant principal 1,47 milliard 843 945 francs CFA. Intérêt retard échu, période 2007. Montant 200 millions francs CFA. Frais d'expertise. Montant 179 692 967 francs CFA. Frais de recouvrement de la créance 136 560 273 francs CFA. Honoraires huissiers et vacations 109 128 684 francs CFA. Droit proportionnel 50 millions. Frais d'assurance du compte de séquestre 53 000. Soit un total général de 1 723 268 869 francs CFA. On ne se reconnaît pas de cet huissier-là. Voilà pourquoi nous, on a écrit une lettre en injonction de payer. Le comité de suivi des ex-agents de la TIG OPT, licenciés et résidents à Libreville, représentés par les signataires des présents, ont l'honneur de vous exposer ce qui suit. Que des suites de ce licenciement, l'État gabonais a entrepris de les dédommager par le biais de l'agence judiciaire du Trésor. Il a viré au compte 310 11 49 011 référence 73 à BGFI Bank, ouvert au nom de M. Jean-Pierre Nzunga, la somme de 1 723 278 869 francs, représentant le montant des sommes dévolues et devant être reversées aux ayants droit, compte non tenu des honoraires qui auraient pu être versés au comptable, lequel comptable a été choisi et missionné par l'agent judiciaire. Convoqués pour recevoir paiement, les agents des flattés ont reçu à eux tous paiement pour la somme de 1 247 843 francs 950 000 francs CFA. Qu'au regard des sommes déposées au compte par l'État gabonais, ceux qui ont été payés aux ayants droit, il y a une différence de 475 156 050 francs CFA. Qu'au terme des recherches effectuées pour savoir l'origine de ces rétentions, il a été expliqué aux bénéficiaires que cette somme représenterait une compensation que M. Nzunga Jean-Pierre aurait opérée en raison des sommes que l'État gabonais lui devrait.
que la compensation ne saurait s'opérer que sur les créances de l'État et non sur celles des particuliers. Que le conseil juridique intéressé, choisi et mandaté par l'État, doit recevoir ses honoraires de l'État et non des bénéficiaires qui n'ont jamais émis son choix ou même d'avoir à travailler avec des personnes autres que l'État ou ses proposés. Que le conseil juridique, M. Ndjounga Jean-Pierre, n'est pas le proposé de l'État dans cette affaire. Que les licenciés ex-agents de la TIG OPT ne se reconnaissent nullement en affaire même de recouvrement avec M. Ndjounga Jean-Pierre. Qu'après le paiement intervenu dans cette affaire, l'État gabonais reste redevable la somme de 475 156 050 francs CFA, soit 9 millions de francs CFA du redevable à chacun des 53 ex-agents de la TIG. Que le créancier total, la créance totale de ces agents a été établie à 1 723 278 869 000 francs CFA. Qu'il a été avancé par l'État la somme de 1 247 843 950 francs CFA, qui reste à payer 475 156 050 francs CFA. Que cette somme a été retenue par le payeur l'État gabonais, qui a lieu d'enjoindre l'État au paiement de cette somme, à laquelle il faut ajouter celle de 5 millions au titre de frais de procédure actuels et à venir pour arriver à recouvrement sur la somme de 480 156 050 francs CFA. Les récréances sollicitent, Monsieur le Président, l'autorisation d'adjoindre l'État gabonais pris en tant que payeur en lieu et place de la TIG OPT en vue de payer le reliquat détenu et non reversé par son proposé sur la somme de 480 156 50 000 francs CFA. Les signataires, les défunts Obiamel Mathieu, Pambou Jean-Marie et Ouro Patrice, Obanga Jean-Claude et Ngmabogo Martin. Voilà. Et après cela, nous avons quand même tenu à prendre un avocat. Nous avons pris un avocat, Maître Fadi, mais au vu de tous ces retards-là, nous on s'est dit que il faut qu'on se rappelle quand même du quatrième pouvoir. Parce qu'on est pas ici pour aller, on ne va jamais chez les gens qui donnent-nous 100 francs ou bien de payer pour manger. On suit seulement notre argent. Quel que soit ce que l'État lui devait, avait-il le droit de puiser dans l'enveloppe des anciens employés de l'OPT? D'abord un rectificatif. Oui. Ce n'est pas 47 millions, c'est 475 millions qu'il a soustrait de l'enveloppe du milliard qui avait été destiné à ces anciens agents. Oui. Au motif que, comme ils l'ont dit, l'État lui devait de l'argent. Mais ta question tombe à pic. Avait-il le droit? Surtout que ces anciens agents avaient choisi au départ leur huissier de justice après la mésaventure avec leur ancien avocat. Oui. Non, ils n'avaient pas le droit. C'est l'État qui te doit. Mais tu réclames ton dû auprès de l'État. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais que ces anciens agents remettent ce problème comme nous le faisons aujourd'hui sur la table. Les anciens agents TIG OPT réclament leurs 475 millions distraits par leur huissier de justice. Les 475 millions faisaient partie du deuxième milliard que l'État avait payé. Là, vraiment, l'État avait payé. Oui. Et voilà. Et voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire. Nous ne sommes pas des justiciers, tout simplement que nous donnons notre avis sur la question. Ils ont envie de terminer leur dernier jour en paix. En paix, oui. J'aurais même souhaité qu'ils portent plainte. Mais pourquoi ils portent ta plainte pendant qu'on y est? Ils l'ont dit, en off. Ils n'ont peut-être pas porté plainte. Ils ont essayé de cogner les portes. Malheureusement, personne n'ouvre. Ils sont venus au quatrième pouvoir pour se faire entendre. Espérons simplement que tout ce qui vient de se dire ici, sur ce plateau, va faire bouger les lignes. Voilà. Je voulais en profiter. Certains sujets que nous mettons sur la table, si vous pensez que nous vous offensons et que nous vous diffamons, c'est simple, ce plateau est ouvert. Oui. Au lieu de chercher à faire pression sur les conseillers membres de la HAC, notre plateau est ouvert. Notre plateau est ouvert.
Ne profitez pas de vos situations sociales. Vous n'effrayez personne. Personne. Tant que nous estimons que nous sommes dans le juste, dans le juste, c'est une émission qui donne la voix aux sans-voix, aux gens qui pensent qu'ils sont écrasés. Si vous pensez que vous êtes diffamés, vous apportez vos preuves. C'est tout. C'est plus simple comme ça, non? Voilà. Remerciement des salariés de la SNBG au chef de l'État. Oui, je tiens d'abord à rappeler que c'est des images amateurs. Parce que ces images m'ont été rapportées pendant que nous étions à Port-Gentil. Les anciens, bon, non pas les anciens, les salariés de la SNBG ont tenu un point de presse pour remercier le chef de l'État d'avoir récupéré la SNBG. C'est très bien. En un mot, de les avoir récupérés en même temps. Parce qu'ils retrouvent leur salaire. Oui. Voilà. Et c'est ce qu'ils ont fait autour de ce point de presse. Voilà. Donc, on les rejoint dans cette ambiance-là. Le mercredi 26, deuxième mois 2025. Le syndicat national des salariés de la SNBG, affilié à la Confédération dynamique unitaire, tient à féliciter le président de la transition, chef de l'État, son Excellence vice-docteur Olivier Nguema, pour toutes les initiatives prises pour booster l'économie nationale, à l'exemple d'Ansala Énergie, Fly Gabon et tout dernièrement, le 30 décembre 2024, la réappropriation par l'État de la SNBG à hauteur de 63%. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, après nos licenciements pour motifs économiques le 31 juillet 2017, les défratés de la SNBG n'ont cessé de revendiquer les points suivants. 1. Règlement de l'indemnité transactionnelle et l'ensemble des droits sociaux non apurés de 335 agents licenciés. 2. La réappropriation de la SNBG par l'État gabonais. Excellence, Monsieur le Président, permettez-nous de faire un bref rappel sur les propos tenus par Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de la transition au Premier ministre de la transition lors de la remise officielle du rapport de l'enquête parlementaire concernant la SNBG, qui disait ceci. Il faut revisiter le processus de privatisation si celui-ci a respecté les normes législatives et réglementaires en la matière en République gabonaise. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, un an après la remise de ce rapport au Premier ministre, où en sommes-nous? Faut-il enregistrer des morts pour réagir, comme ce fut le cas la semaine dernière d'un de nos compatriotes à la Sodatra? Car à ce jour, nous enregistrons 14 morts, le plus grand nombre pour faute de moyens financiers pour se prendre en charge médicalement. Le dernier cas en date vient de nous quitter le 17 du mois 2025. Son corps demeure encore dans une maison des pompes funèbres. C'est pourquoi, Monsieur le Président de la Transition, face à la précarité rencontrée au quotidien, nous nous tournons humblement vers votre autorité pour que les 335 agents soient rétablis dans leur dignité. S'agissant de la réappropriation de la SNBG par l'État gabonais, nous souhaitons que ce projet de réflexion élaboré par les anciens salariés de la SNBG se matérialise avec eux, car les syndicats sont sous toute une force de proposition. Nous vous remercions. Pour le Sénat SNBG, M. Dima Sachunin, porte-parole du syndicat. Dieudonné Gabin, est-ce une forme de gratitude? Oui, c'est une forme de gratitude. Il faut quand même avoir bon cœur. Quelqu'un, vous avez été mis au chômage comme ça, on vous réhabilite. La moindre des choses, c'est de dire merci. Je pense qu'ils ont bien réfléchi. Une vraie reconnaissance. Là, je pense qu'on ne dira pas qu'ils font de la politique, non? Non. On dit souvent, ventre affamé n'a point d'oreille. Ils étaient affamés, ils ont été réhabilités. Ils vont recouvrir ou retrouver leur emploi ou leurs différents emplois. Voilà. Comment ne pas dire merci à celui qui leur a donné cette seconde chance. C'était la moindre des choses. Ça n'arrive pas tout le temps. Oui. C'est vrai. Imaginez que les anciens agents de la TIG OPT, on leur disait, votre milliard est là, venez récupérer votre deuxième milliard. Comment ne pas dire merci? Comment ne pas dire merci?
Et j'ai entendu là, pour la Tigre, là, ils sont, je ne sais pas, 13 morts. Ils étaient 63, c'est pas plus de... Non, ils étaient 53, 50, oui. Il y a une vingtaine qui est décédée. Oh là là, oh là là. Oh là là. Donc s'ils peuvent avoir le milliard pour que les ayants droit de ces parents décédés puissent bénéficier de quelque chose. La plupart, c'est des personnes âgées. Il y a beaucoup de maladies, beaucoup de monde. Et tout ça, ça crée tellement de problèmes, de frustration, de problèmes, de santé, psychologique. Il faut être fort de supporter tout cela. Voilà. Donc, ceux de la SNBG, on dit merci au chef de l'État. Et je pense que c'était bien pensé. Dernier reportage avant de retrouver la revue de presse d'Eva Raïssa et l'entretien accordé à Gabin Atiga par le ministre du Travail. Nous terminons avec ce reportage, comment pourrait-on le décrire, triste. En tout cas, il s'agit de la situation de Madame Agaya Anastasie, auxiliaire de commandement. Gabin. C'est une auxiliaire de commandement depuis les années 95. Oui. Elle est chef de quartier. Et plus de l'année dernière, de 2024, son habitation a été emportée, la toiture de son habitation a été emportée. Oui. Et l'association Task Force Okume, étant à Port-Gentil, étant informée avant d'être à Port-Gentil, a décidé, il y a 3 cas comme ça, a décidé de réhabiliter les habitations de ces compatriotes qui sont en difficulté. Et nous les avons suivis parce que ce sont des actes à encourager. Oui. Ce sont des œuvres à applaudir. Alors nous allons suivre le parcours difficile de Madame Agaya et la raison de ce soutien de l'association Task Force Okume. Regardons. Maman, bolo. Samba. Samba. Comment ça va, maman? J'ai bien dormi. Voilà une bonne nouvelle. J'ai bien dormi. Voilà une bonne nouvelle. Voilà, bon. Hier, on était là. Oui. On t'a visité. On a pris contact avec toi. Oui. Par rapport aux besoins que tu as émis. Le besoin est réel. C'est réel. Donc, ce que nous voulons savoir, savoir quelques éléments de précision. Oui. Tu es chef de quartier d'abord depuis combien de temps? Depuis 1996. 1996. Waouh, d'accord. Toute une vie. Oui, c'est ça. La maison là était toute nouvelle dans la zone là. Oui. Et aujourd'hui, elle a pris un coup. Oui. Elle a vraiment pris un coup. Et mais tes problèmes de vue ont commencé quand? Les problèmes des yeux, la maladie. C'est en 2008. 2008, oui. Mais tu n'as jamais été opéré? Si, j'ai été opéré. C'était la cataracte, hein? Non, c'est le glaucome, oui. Ah, attention, tu as été opéré, mais est-ce qu'il y a eu quand même des résultats? Rien. Ça là, c'est déjà touché. Oui. Puisque j'ai payé seulement les lunettes. Quand j'ai pas payé les lunettes. Mais l'an 2008, quand l'autre là, Bongolo, a fait sa première sortie ici à Port-Gentil, voilà, à la pharmacie du boulevard là-bas, Banco. C'est là-bas où je m'étais rendue. C'est eux qui découvrent que non, mais c'est la tension oculaire. Hein? Voilà. Mais malgré les traitements, les opérations. Oui. Mais tu vois quand même un peu quand même. Oui, je peux voir. Ça dépend. Voir, mais je peux voir. Un peu. Ça dépend, ça dépend. Il y a des moments où tout est blanc ou bien jaune, mais pas noir. D'accord. Et vous vivez ici à combien de personnes? Et avec mes enfants. D'accord. Bon, on peut visiter un peu? Oui. Ça va nous permettre de faire... Mais conduis-nous pour faire l'état des lieux. Maman. Non, c'est pas moi. Oui, mais viens, parce que c'est chez toi. Même les yeux fermés, tu connais les lieux. Oui, comment? Là, je marche avec la canne là. Non, mais là, ici, c'est carrément mort. Parce que l'idée, c'est de reprendre la maison sur la même dimension, mais en la refaisant en matériaux durables. Oui. C'est mieux. Voilà.
Parce que là, quand il pleut, il y a de l'eau qui coule partout. Tu es sous l'eau. Oh, autrement, vous n'êtes pas rentrés. Donc, ici, c'était ta chambre à l'origine, à gauche là. Oui, oui, à gauche là. Mais la chambre n'existe plus. Non, mais depuis le 9 mars. Le toit a été ventré, il n'y a plus rien. Fait entraîné. Tout ça, là, c'est parti. Avec les orages et tout ça. L'orage, là, a pris la terrasse. La terrasse, elle est accrochée là-bas. D'accord. Sur l'avocatier du voisin là-bas. Oh là là. Ça n'a pas fait trop de palabres, j'espère. Non. Quand elle est venue, elle a seulement constaté. Voilà, de faire déposer les. D'accord. Faire descendre, parce que les enfants en bas, il fallait vite faire descendre. Oui. Beaucoup de chevrons qu'il avait amenés. D'accord. Et ici, c'est une autre chambre aussi, ben évidemment, qui n'existe plus, puisqu'il n'y a plus de toit. Il n'y a plus de toit. D'accord. Toutes les chambres là. Et ici, il y avait quoi? C'est les chambres, les enfants. D'accord. D'accord. Et la cuisine était par où alors? C'est vers là-bas. Ah, c'est de l'autre côté la cuisine. Hein? D'accord. Mais là-bas aussi, il y a les chambres. Nous sommes arrivés au fond. Quasiment, oui. Oui, oui. Au fond. Donc, on va faire demi-tour, aller voir le côté cuisine. Hein? Allez, c'est parti. Donc, vraiment, maman, tu vas retrouver la dignité, le bonheur. Ah, Seigneur. Tu vas retrouver la dignité, le bonheur. Jésus. Une maman n'est jamais seule. Quand on a des enfants, au nom de Jésus. Faut donner coup de main. Au nom de Jésus, Seigneur. Attention. Jésus. Ah. Tu es abandonné. Non, maman, tu n'es pas abandonnée. Oui. Oh, désormais, tu n'es plus seule. Donc, la cuisine est par là? D'accord. Il y a aussi des difficultés au niveau de la toiture et tout ça. Tout ça là. Tout ça là. Tout ça là. D'accord. Donc, l'idée, hein, comme nous avons vu hier et aujourd'hui, c'est que très rapidement, on va attaquer les travaux. Oui. Parce que les pluies du mois de mars aussi sont très fortes. Mais pendant les travaux, on va vous trouver un logement de transfert. Oui. Hein, nous allons payer le loyer pendant 3 mois ou le temps que les travaux dureront. Oui. Et hier, déjà, nous nous sommes engagés, on a déjà trouvé la solution hier. Et ça a déjà été payé. Voilà. Donc, très rapidement, c'est après, ça vous, dès que vous déménagez, pour le logement de transfert, on attaque les travaux. Oui. Tout de suite. Parce qu'il faut tout casser, même le plancher n'est pas bon. Oui. Ça, c'est complètement à faire. Les techniciens qui sont venus ont regardé et nous ont fait savoir qu'ils ne peuvent pas reprendre les travaux en gardant ce sol-là. Oui. Ça ne tiendra pas, en fait. Oui. Donc, on va faire quelque chose de solide, quelque chose de neuf, de durable. Moi, là, je me dis, c'est bon, donc. Ah. Voilà, maman, tu vas retrouver le sourire. Ah. Hein? Oui. Voilà. Chaque jour, ça va aller, ça va aller. Je suis un voisin du quartier. Oui. Moi, je suis un voisin du quartier. Oui. C'est ma mère. Voilà. Je suis au quotidien avec elle. Tout à fait. C'est de l'assister un peu. On vit tous ensemble. Cette difficulté ensemble. Et nous sommes dans une période où on ne peut pas aider notre mère aujourd'hui parce que le travail, c'est dur pour nous. Tout à fait. On a des boulots professionnels. Compliqué d'avoir un emploi. Si on a un emploi, on peut aider notre mère. Tout à fait. Et c'est pour cela que nous, vos aînés, nous essayons de donner un sens à cette solidarité-là. Voilà. Nous essayons un peu de faire comme le président Oligui, hein, qu'il aime construire. Donc, nous aussi, nous essayons de construire avec. Votre arrivée m'a remonté. On va te redonner le moral, la dignité. Ah, Jésus. À travers un toit, à travers un confort. Amen. Voilà, maman. Voilà. C'est un cas de précarité récurrent dans notre pays. Comment ça s'explique Mais les explications... Dans un pays comme le pétrolier, nôtre, comme pétrolier, dans une ville pétrolière comme Port-Gentil. Mais Fidji, les explications peuvent être nombreuses. On va d'abord prendre le cas des constructions. Oui. Parce que tout dépend de comment la maison qui a volé a été construite. Il y en a, on
On bidouille avec parfois des matériaux de récupération, on ne prend pas soin de fixer les choses comme il se doit. Oui. Et lorsqu'arrive le vent, écoutez, le vent ne prend pas rendez-vous avec vous. Et vous ne vous posez pas la question pourquoi on a construit comme ça. C'est voilà. Parce que c'est faute de moyens. Parce qu'un pays pétrolier comme le Gabon, aujourd'hui, au XXIe siècle, on ne devrait pas se retrouver avec ces cas comme tu le dis. Prenez le cas, l'exemple de la Libye. Prenez l'exemple des Émirats, donc Dubaï et l'autre ville, qui sont des pays pétroliers comme nous, qui ont presque la même densité de la population comme nous. Comment est-on arrivé là? Ça devrait être des cités à n'en point finir, des constructions qui répondent aux normes. Les cas de pauvreté sont légion aujourd'hui. Je ne sais pas comment on peut les éradiquer aujourd'hui. C'est trop tard là. C'est éradiquer. Avec tout ce que nous avons eu comme richesse, ou avec tout ce que nous avons comme richesse. Tous les booms pétroliers que nous avons connus. Dubaï s'est développé en 2-3 mouvements. De 1974 à la découverte, aux années 80-90 là. Qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire au Gabon? C'est une volonté politique, c'est tout. Les politiques ont voulu tout prendre pour eux au détriment des populations. Eh oui. Au détriment des populations. Maintenant, là. Oui. On est obligé de rafistoler comme ça. Regardez, c'est une association qui vient maintenant au secours de l'État. Qui vient au secours de l'État, en offrant des maisons aux populations. Petit récap de l'actualité marquante de la semaine avec Eva Raïssa. Bonjour à tous et bienvenue à la revue de presse de Matin Week-end. À l'ordre du jour, un sujet d'actualité que nous ouvrons avec Gabon Review en titre présidentielle du 12 avril prochain. La course à la magistrature suprême est lancée. Ce jeudi 27 février 2025 marque le lancement officiel du dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Encadré par des textes réglementaires, ce processus supervisé par la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum, vise à garantir une élection transparente et équitable. Jusqu'au 8 mars, les candidats en lice devront satisfaire à des exigences administratives et légales strictes avant de pouvoir briguer la magistrature suprême. Les détails de l'article en ligne. Le retrait du formulaire de candidature et le choix de la langue vernaculaire se font à compter de ce jeudi 27 février 2025. C'est le titre de Gabon Actu. Toujours à partir de ce jeudi 27 février et ce jusqu'au 8 mars prochain, s'ouvre la campagne des examens médicaux pour tous les candidats de 8h à 18h auprès du collège médical dédié dont les 6 membres ont prêté serment ce mercredi devant la Cour constitutionnelle. Entre les 3 et 8 mars 2025, les candidats devront passer les tests d'aptitude linguistique devant la commission d'évaluation dédiée à cet effet. Avant le dépôt du formulaire et du dossier complet de candidature fixé au 8 mars 2025. Délai de rigueur auprès du CNOCR. Les détails dans l'article en ligne. En boucle avec Gabon Mediatime présidentielle 2025, le général Oligui Nguema, candidat le 3 mars, jour de son anniversaire. Au moment où s'ouvre la période de dépôt de candidature, les spéculations vont bon train autour de la possible candidature du général Brice Clotaire Oligui Nguema. Selon des sources proches du palais relayées par Jeune Afrique, le président de la transition pourrait officialiser sa candidature le 3 mars 2025, jour de son 50e anniversaire. Selon nos confrères, c'est la conviction de notre confrère de Jeune Afrique, bien introduit au Palais Rénovation. D'ailleurs, c'est cette même source qui avait annoncé la date du référendum et de la présidentielle. Finalement, ces prémonitions, si tant est qu'elles en sont, ont fini par se concrétiser. La suite de l'article en ligne. C'est tout pour la revue de presse de Matin Week-end. À bientôt. C'est la fin de... cette édition de Matin Week-end. Nous allons laisser laisser Gabin, nous allons regarder Gabin avec plaisir. Faire son entretien. Faire son entretien avec le ministre du Travail. Et voilà, nous nous retrouvons la semaine prochaine. Voilà, il parle du
chômage au Gabon. Allez, merci de nous avoir regardés. Nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Passez un excellent week-end. Au revoir. Adrien Gamamba, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de nous recevoir dans vos locaux. De rien. Dans quelques jours, vous organisez des assises, une grande réunion importante sur la problématique du chômage au Gabon, en termes de chiffres. Que peut-on retenir, que peut-on dire sur les statistiques aujourd'hui? Bon, les statistiques qu'on utilise, ça ne sont qu'une projection en réalité. Ce ne sont pas des chiffres réels certifiés par l'État. Tout simplement, ça a été, on a pris les chiffres qu'il y a eu en 2010, on en a fait une projection et on tourne aujourd'hui autour de 38% de taux de chômage. C'est énorme. C'est énorme pour le Gabon. C'est énorme, c'est énorme. J'en consens avec vous. La faute est due à quoi? Aux entreprises, à l'État, à la formation? Faute structurelle. Et je voudrais dire, depuis 2010, vous avez dit, 2025 aujourd'hui, aucune étude, une autre étude n'a été faite. Non, lorsque je suis arrivé au ministère du Travail, il n'y aurait pas eu d'autres études. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on se base sur les études réalisées en 2010. Voilà. Alors, j'ai posé la question, à quoi c'est dû? La faute est-elle aux entreprises, à la formation, administrée à nos jeunes compatriotes? Il y a d'abord ce qu'on peut qualifier de forme structurelle. C'est-à-dire, dans beaucoup de pays, les formations doivent correspondre, et ça, je le répète, les formations qu'on donne à nos jeunes compatriotes doivent correspondre aux besoins des entreprises. Et lorsqu'on analyse, lorsqu'on fait ce diagnostic, on s'aperçoit que très vite, ce n'est pas ça. Deuxièmement, il y a des effets qu'on peut qualifier de conjoncturels, parce que beaucoup d'entreprises sont parties avec des crises successives qui se sont passées. Ils ont fermé les boîtes, on a licencié des personnes. Donc, la sommation de tout cela fait qu'effectivement, qu'il y a un taux de chômage très élevé. Lorsqu'on parle de taux de chômage très élevé au Gabon, on voit bien que ça concerne les Gabonais, nos compatriotes. Mais jamais on parle de taux de chômage élevé auprès des expatriés, de ceux qui nous apportent leur force de travail. Vous avez dit tout à l'heure, c'est lorsque certaines entreprises ont fermé que le taux de chômage a augmenté. Mais ça ne concerne que les Gabonais, jamais les expatriés. Comment ça peut s'expliquer? Mais c'est le paradoxe qu'on a dans notre pays, où les Gabonais sont au chômage, les expatriés travaillent. Pourquoi? Et je le redis. Oui, moi je vous pose la question, pourquoi? Oui, pourquoi? Parce que la formation... Parce que vous facilitez les entreprises, facilitent l'embauche des étrangers au détriment des Gabonais? Non, non, c'est pas ça du tout. Je crois qu'une entreprise qui s'installe dans un pays veut nécessairement travailler avec des personnes du ressort. Vous comprenez? Parce que lorsque vous faites venir un étranger d'un autre pays, vous le prenez en charge, vous le logez, vous payez tous ses droits pour qu'il puisse exercer librement dans le pays. Ça coûte cher. Comprenez? Les entreprises qui viennent ne sont pas là pour former des Gabonais. Et j'en ai la preuve, puisque tous les jours, je signe des demandes d'autorisation d'emploi des entreprises, qu'envoient des entreprises pour des gens, pour des expatriés. Ça s'explique pourquoi? Mais c'est la formation. La formation, on s'est focalisé sur la formation littéraire. Et il y a eu une césure. Il y a eu une césure dans les années 70. Parce que moi, j'ai eu la chance d'être né avant les indépendances. J'ai commencé l'école après les indépendances. Lorsqu'on arrivait au CM2, qu'est-ce qu'on faisait? Ceux qui ne tenaient pas, ou bien ceux qui étaient plus âgés, étaient envoyés dans les collèges techniques pour préparer les CAP. Jusqu'aux années 80. Voilà. Ils étaient opérationnels. On continuait, on arrivait en classe de 3e. Ceux qui ne pouvaient pas aller, ou bien qui ne pouvaient pas suivre le cycle long, allaient au niveau des lycées techniques pour préparer des brevets professionnels. Ils étaient opérationnels. Mais on a laissé tout cela pour faire des CS, c'est-à-dire des collèges d'enseignement secondaire, qui a été un véritable trou où on a amené tout le monde. Résultat, ils n'étaient pas opérationnels. Et quand une entreprise arrive, il a besoin de maçons. Où sont les maçons? Il n'en a pas. Ben, il fait venir des maçons. Il a besoin d'électriciens. Il n'y en a pas. Il fait venir des électriciens. Allez dans les centres de formation professionnelle. La plupart qui sont formés... Il y en a quand même aujourd'hui. Hein. Il y en a. Ceux qui forment, ceux qui sont sortis de ces centres de formation professionnelle sont aussitôt opérationnels. Ceux qui font foi sont récupérés aussitôt par Sogafrique. C'est pour vous dire que si on avait mis l'accent au niveau de la formation professionnelle, on n'aurait pas ce problème. Mais malheureusement, dans notre pays, et encouragé par nous autres parents, tout le monde doit être docteur, tout le monde doit avoir un master 2, quelle que soit la qualification, quelle que soit la filière, mais tout le monde doit avoir un master 2. Résultat, on a vu dans nos familles,
ou comme le disait le directeur général du PNP dernièrement, lorsque le fils ou le neveu détenteur d'un Master 2, on fait la fête. L'autre qui ressort avec un brevet professionnel, on ne fait pas la fête. Alors qu'à la fin, c'est celui-là qui nourrit la famille. Non, on a mal orienté nos enfants. C'est de la responsabilité de l'État que nous sommes, c'est la responsabilité de nos familles. Et c'est la raison pour laquelle si vous faites une analyse de tous les dossiers, c'est ce que j'ai fait lorsque je suis arrivé ici, après des 1200 dossiers, la plupart ont été formés dans le tertiaire. Fac de lettres de sciences humaines et ensuite des écoles où on ferme tout ce que vous connaissez à l'heure actuelle, banque, assurance, comment ça s'appelle, marketing, action commerciale, ainsi de suite. Ça marche plus sur le marché. Ça ne marche plus. C'est pour cela qu'on doit, à chaque fin d'année, il y a des matrices. C'est pour cela que quand je suis arrivé, j'ai demandé à mes collaborateurs de me produire des arrêtés pour exiger, c'est déjà prévu dans le code du travail, exiger des matrices d'emploi lorsque une société vient s'installer au Gabon ou à défaut lorsque une société est déjà installée au Gabon. Les téléspectateurs qui nous suivent veulent savoir c'est quoi une matrice. Une matrice, c'est-à-dire, comment le dire? Bon, ce sont des emplois. Non, c'est-à-dire c'est un cahier de charge des emplois qu'auront besoin des entreprises à court, moyen, à long terme. Alors, on constate ici au Gabon qu'il y a des entreprises qui ne respectent pas le code du travail gabonais, qui emploient beaucoup plus des expatriés que des Gabonais. Là aussi, c'est l'une des causes du taux de chômage assez élevé, n'est-ce pas? Non, non, il faut nuancer. Il faut pas le prendre. Comment dans une entreprise peut-on avoir près de 1000 expatriés et 200 Gabonais? Oui, mais parce que, est-ce que les Gabonais... Vous pensez que sur le territoire gabonais, il n'y a pas assez de Gabonais formés pour occuper certains postes au sein de ces entreprises? Ça, vous le savez, vous avez connu sur la tête de certaines entreprises. Non, c'est vrai qu'il y a eu des dérapages. Oui. Je consens avec vous qu'il y a quelques dérapages, mais c'est minoritaire. Vous comprenez? Je vous dis que lorsque une entreprise est contrainte de faire venir quelqu'un de l'étranger, c'est parce qu'il n'a pas trouvé sur place... Sur les 2 millions d'habitants que nous sommes... Mais oui, mais si on forme mal les gens, allez à l'université. Allez un peu... Mais ce n'est pas forcément à l'université. Il y en a qui sont à l'USTM, on peut les récupérer à l'USTM, par exemple. Ceux qui sont à l'USTM, ils ont moins de problèmes d'embauche. Ils ont moins de problèmes d'emploi. Ça, je peux vous le garantir. C'est ceux qui sont dans les facs, c'est-à-dire ceux qui ont été formés dans le tertiaire. Vous comprenez? Parce qu'à un moment donné, on pensait que le Gabon devait devenir un pays de service. Mais ça n'a pas marché. Vous comprenez? Donc, on a envoyé nos enfants dans les écoles pour faire, comme je vous disais, banque, assurance, transport et logistique, etc. Mais la réalité nous rattrape. Maintenant, que fait-on de ceux-là qui ont été formés? Ils sont... Oui, ça c'est la deuxième étape. Que fait-on de ceux-là? Mais ceux-là, comme... Qui ont reçu ce parcours-là, du tertiaire? C'est ce que je dis. Le président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema a dit qu'on ne laissera personne sur le bord de la route. Aujourd'hui, on doit les récupérer pour procéder à ce que j'ai qualifié de reconversion. Il faudrait que nos jeunes compatriotes acceptent que malgré qu'ils aient un Master 2 en communication, en relations publiques, en action commerciale, il est capable de se reconvertir, avoir un diplôme du niveau bac ou bac plus 2 pour travailler. Et cet exemple, il y a des exemples, on en a fait avec le PNP, avec la société CETRAG, où il y a de jeunes compatriotes qui avaient des Master 2 dans le tertiaire, qui aujourd'hui se sont acclimatés pour travailler dans les chemins de fer. C'est ce qui va se passer lors des prochaines assises? Non, ce sont des propositions qu'on va faire. De la dernière chance ou encore de la politique pour de la politique? Non, non, pas de la politique pour la politique. Vous savez, lorsqu'on échoue, lorsqu'on élabore des politiques d'emploi et qu'on échoue, c'est parce qu'au sommet, on n'a pas de volonté politique. Vous comprenez? Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir deux personnes, je dirais pas deux personnes, deux institutions qui ont cette volonté politique de prendre ce bras à bras le corps. C'est-à-dire le président de la transition et le gouvernement dirigé par Raymond Dongsima. Voilà. Donc, il y a cette volonté politique. Qui sont des personnes pragmatiques. Qui sont des personnes pragmatiques. Les militaires sont pragmatiques. Raymond Dongsima, il l'est, ça on le sait. C'est ce que je dis. C'est une personne qui a été bien formée, premièrement. Deuxièmement, il a dirigé des entreprises dans le privé. On l'a vu. Il a dirigé des entreprises de parapublic. Il a été ministre, remis une fois, 2 fois. Il sait de quoi il parle. Donc, je crois qu'il y a manifestement une volonté politique. On va attaquer ce problème à la racine. On va faire des propositions. C'est maintenant à nos jeunes compatriotes de comprendre que malgré leur Master 2 dans le tertiaire, ils sont capables
de mieux vivre même avec un diplôme moindre que le master. Voilà. Alors, que devrait-on attendre de ces assises? Je me suis rapproché des travailleurs. On parle de bourse de travail. Je me suis rapproché des employeurs. Je me suis rapproché des ONG. Je me suis rapproché des syndicats. Donc, tout le monde est convié pour pouvoir trouver des solutions pérennes à ce problème de chômage. Mais il est évident qu'on ne peut pas résoudre tout d'un coup une baguette magique ce problème. Non, on va y aller étape par étape. Au moins, l'essentiel pour nous, c'est arrêter cette courbe ascendante. Et peut-être dans quelques années, l'infléchir pour que nous... On se donnera une deadline pour résolver ce problème. Bon, ça dépendrait si chômage. Non, bah, nous, on sollicite. Même si je ne suis pas là, on souhaite que vous même si je ne suis pas là, oui, mais je crois que dans 3 ans, sincèrement, c'est-à-dire si tout le monde s'y implique. Puisque vous avez commencé, il faut terminer. Bon, je le souhaite. Je le souhaite, mais encore, c'est la volonté de quelqu'un d'autre. Il faudra qu'on vous juge. Vous avez commencé avec la tuile au bas du mur, il faut que vous le montiez. Non, c'est-à-dire, en ce moment, nous sommes en train de repérer où est-ce qu'on peut ouvrir des entreprises. C'est dans la forêt. La forêt a nourri le monde. Au Gabon, les premiers millionnaires sont sortis de la forêt. Il y a les mines, nous sommes un pays de mines. Et je crois que si on met en exergue, comme le dit le président, Belinga, Baniaka, Mabounié, je crois qu'en formant très bien des jeunes compatriotes, on peut absorber cela. Et puis, bien entendu, il y a aussi la partie entrepreneuriat. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On connaît vos inspecteurs, rien à voir avec le sujet, hein. Là, on va terminer par là. On connaît une certaine précarité des inspecteurs du travail qui ont une certaine faiblesse face à certaines entreprises qui, d'après ce qu'il se dit, maltraitent ou maltraiteraient les Gabonais. Bon, écoutez, vous savez, il y a des boutons... pour vous poser cette question. Non, moi je vous réponds parce que ça nous revient très régulièrement. Et moi je vous réponds franchement, dans toutes les institutions, il y a des moutons noirs. Malheureusement, comme le dit dans la tradition africaine, une seule dent pourrit la bouche. Mais il y a des compatriotes, j'ai des collaborateurs qui sont sincères et qui font leur boulot. C'est vrai que pour le moment, quand je suis arrivé, on n'a pas assez de moyens. Surtout dans le secteur pétrolier et le secteur du bois, puisque vous en parlez. Écoutez, c'est humain. Vous comprenez? Lorsque vous allez faire des contrôles à pied, lorsque vous n'avez pas de voiture... Et ça vous permet à vous de prendre écoutez, les pots de vin, il faut le dire comme ça. Bon, est-ce qu'on peut appeler ça pot de vin? Je n'en sais rien. Je refuse d'utiliser ce mot. D'accord, je le retire. Parce que qualifier ce mot, ce n'est pas moi, c'est le juge qui peut qualifier le pot de vin. Non, ils peuvent avoir des faiblesses. Ils peuvent avoir des faiblesses, mais je crois qu'à partir de l'année prochaine, après les élections présidentielles, je crois que certains moyens vont être dégagés pour qu'ils soient à l'aise. D'ailleurs, même je suis en train de travailler sur leur statut pour qu'ils soient mieux rémunérés et accomplir dignement leur travail. Adrien Gamamba, nous vous disons merci. On va se retrouver après les assises. Voilà. Et on fera le point. Merci, c'est à moi de vous remercier d'être venu. Merci, monsieur. Merci beaucoup.